Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Il est midi et vous êtes toujours sur Sud Radio, la radio qu'il faut écouter pour suivre toute l'actualité des Jeux Olympiques. Et je viens à l'instant d'être rejoint dans le studio par Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Au thème de cette émission, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. On a le marathon pour tous, on a des salariés mécontents et on a un gros sujet sur la nourriture, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, on va se poser la question, qu'est-ce qu'ils font de toute cette nourriture ? Est-ce qu'il y a du gâchis alimentaire ou non pendant ces Jeux Olympiques ? Les salariés du COJO sont pas contents parce que la CGT a fait un communiqué en expliquant que des heures supplémentaires n'étaient pas payées. On les aura en ligne. Le marathon pour tous, c'est demain. Il y a 3 marathons qui sont organisés. On aura l'un des participants de ce marathon et forcément un dispositif policier important va être mis en place. On va regarder à quoi il va le ressembler et on terminera cette émission avec l'héritage des Jeux Olympiques de Paris. Quel va-t-il être pour les Français ? À quoi aura servi les Jeux Olympiques pour les Français de manière très concrète? On recevra Vincent Roger qui est délégué ministériel au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et on lui posera nos questions. Vous avez tout le programme mais comme d'habitude en début d'émission, on va rejoindre Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, bonjour Joseph. Il y a une ambiance incroyable derrière vous et vous êtes au Stade de France pour l'athlé, c'est ça ? C'est ça, c'est la matinée des sourires au Stade de France. Que des bonnes nouvelles. Ça a commencé avec le 4 x 400 mètres des Françaises qualifiées en finale. Elles ont terminé 3e de leur série. On a enchaîné avec le 4 x 400 chez les hommes cette fois et on est encore qualifiés en finale. Ils ont enflammé le Stade de France. Les relayeurs français, ils ont terminé premiers de leur série. C'est la première fois de l'histoire aux Jeux Olympiques que les 4 relais tricolores sont en finale. S'il vous plaît messieurs. Ouais, c'est pas mal. Ce soir, il y aura donc le 4 x 100 chez les femmes et chez les hommes pour nos Français. Ça va commencer à partir de 19h30 et puis demain donc les finales 4 x 400 à partir de 21h. J'ai une autre bonne nouvelle messieurs, un Français qualifié en finale, Gabriel Tual qui s'est qualifié, il a fini 2e de la demi-finale. Je viens d'échanger avec lui il y a quelques instants, plutôt content de sa course. Le Français, il veut à tout prix une médaille, c'est ce qu'il m'a dit. Ça va être très serré selon lui demain, finale à 19h05 donc demain soir à suivre. Et puis dans quelques instants la demi-finale du 100 mètres haies avec Sirena Samba Mayela, la Française qui va tenter elle aussi de se qualifier en finale. Je n'hésite pas à revenir vers vous si la Française se qualifie dans quelques instants. Ouais, ce sont nos vraies chances de médaille, Sirena Samba Mayela et Gabriel Tual. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. On va parler d'un autre athlète français mais cette fois-ci un peu moins de sourire. Oui, apparemment il serait dans la tourmente et c'est ce qu'on va voir avec vous. Quentin Gérard, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors, l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, bref, l'athlète français Hugo Hey, en finale du 5000 mètres demain, est totalement dans la tourmente à cause d'anciens tweets. Oui, vous vous en souvenez, il avait fait parler de lui en demi-finale mercredi à la suite d'une chute dans laquelle il était impliqué. Alors qu'Hugo Hey va courir pour l'épreuve de sa vie demain soir, de nombreux internautes ont fait ressurgir des messages qu'il a écrits ces dernières années sur Twitter, notamment un caractère raciste. Ça dépend de quelle définition tu prends. Négro, félicitations négro, t'inquiète négro, encore calme-toi Salara, a-t-il écrit dans des messages postés en 2013, 2014 ou encore 2018. En juillet 2017, Hugo Hey publiait aussi « Ça n'assume pas certains tweets contre la communauté qui contrôle le monde » en faisant ici référence aux juifs. D'autres messages du début des années 2010 sont réapparus. Une belle tête d'enculé l'espagnol, les arbitres je vous encule ou encore j'attends PD, tu as intérêt PD, les gays je les baise et gros gays, avait-il écrit. Bon voilà, on sent bien que on comprend un peu l'idée de la polémique. Mardi, dans un entretien accordé à l'Humanité, Hugo Hey avait critiqué le président de la République aussi. Oui, j'aurais 2-3 choses à lui dire. Emmanuel Macron est hors sol. J'ai l'impression que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses jeux, mais ceux des athlètes, avait-il dit au journal. Le coureur avait été célébré par une partie de la gauche pour ses prises de position, comme par exemple la députée Aurélie Trouvé, qui le qualifie, la députée LFI, Aurélie Trouvé, qui le qualifiait, je cite, d'athlète de grande classe sur les réseaux sociaux X. Pas sûr qu'elle maintienne ce message aujourd'hui. Et il sera, on rappelle, en finale du 5000 mètres demain du côté de l'athlétisme. Comme quoi, encore heureux qu'on ait des sportifs qui donnent le reste du temps une magnifique image de ce pays et du sport. Merci beaucoup Quentin Gérard, on vous retrouve en fin d'émission.
On parlait de l'athlé. Il y a une énorme épreuve aussi qui rejoint ce grand sport, Joseph, et c'est vraiment ce sur quoi on a voulu se focaliser pour la dernière, mine de rien, avant la clôture, cette dernière de cette émission. Ouais, exactement. Ce week-end, ce ne sont pas seulement les 2 marathons hommes et femmes qui vont se courir, mais bien 3, parce que les amateurs de la course à pied vont pouvoir participer à la fête demain soir. C'est à partir de 21h. C'est le marathon pour tous. Au programme, ce sont un marathon et un 10 km qui vont être proposés à ces 4028 amateurs sélectionnés pour cet événement exceptionnel. Et l'un d'eux est avec nous, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes, on va dire, vous n'êtes pas athlète olympique, mais vous allez l'être en tout cas pour un week-end. C'est un moment assez exceptionnel que vous allez vivre dans la vie. Vous êtes contrôleur SNCF et vous allez participer au marathon pour tous. Ça y est, est-ce que vous avez récupéré votre dossard? Où vous en êtes là? Alors, je suis allé récupérer mon dossard ce matin. Il y avait énormément de monde. On commence déjà à ressentir l'adrénaline de tous les participants. On a rencontré énormément de gens du monde entier et on sent l'effervescence qui commence à monter. Alors, donc on imagine bien que là ça commence à monter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été possible pour vous de participer à ce marathon pour tous? On aimerait tous être à votre place. Enfin, pas tout le monde parce que ça reste quand même un marathon, mais il y en a beaucoup qui voulaient ce sésame. Oui, alors c'est un petit privilège que les participants ont réussi à avoir pour décrocher le fameux sésame. Il fallait se connecter sur l'application du Marathon pour tous. Ouais. De là, il y avait plusieurs challenges à réaliser par semaine avec des distances, des chronos à faire, des distances avec une allure type par exemple. Et tout au long de l'expérience, j'ai réussi à être sélectionné via un tirage au sort parce que je ne voulais pas seulement réaliser ces challenges, mais même les plus amateurs, entre guillemets, avaient la possibilité d'être tirés au sort. Grâce à ce fameux, je ne sais pas trop comment c'est sorti, via un algorithme, via. Mais vous y êtes, voilà, vous y êtes, Olivier. Vous avez un objectif en particulier. Ça va être absolument incroyable pour vous quand même. Hein. Alors, ce sera pas mon premier marathon. Donc sur le marathon de Paris, en règle générale, je suis aux alentours de 4 heures. Là, il y aura du dénivelé positif. Ça va être un parcours très exigeant. Oui, exactement. Mais ça, faut le dire, Olivier. Hein, vous qui participez à beaucoup de marathons, c'est extrêmement compliqué. Il y a notamment du côté de Versailles, il va y avoir beaucoup de côtes. Racontez-nous un peu. Tout à fait. Donc une première difficulté entre le pont de Sèvres et Ville d'Avray jusqu'au monument Pershing de Lafayette avec un faux plat de 5 km très montant. Donc ça va être la première grosse difficulté. La seconde difficulté en repartant de Versailles sur la côte du pavé des Gares de Meudon. Donc là une côte d'environ 1 km qui va monter à 13,5%. Donc cette côte elle va arriver au 28e kilomètre. Je pense que tous les participants vont devoir s'économiser un petit peu sur tout le parcours pour garder du vue sur la fin, et d'autant plus qu'ensuite ça descend et là ça va tirer très très fort dans les genoux et les cuisses, donc c'est une course assez stratégique aussi et une bonne gestion de l'effort à avoir. Abandon interdit, Olivier, hein. Non. Abandon interdit. En marchant, en rampant. On a votre numéro, on va vous traquer jusqu'au bout, Olivier. Vous allez être un peu champion olympique, Olivier. Ça va être incroyable. Franchement, vous allez participer aux Jeux Olympiques, c'est dingue. Exactement. Pour tous les amateurs qui vont avoir la chance d'y participer, on sera sur les traces des plus grands champions et c'est une chance inouïe de pouvoir accéder à cette future fameuse médaille avec les 5 petits anneaux olympiques dessus. Ouais, ça va être incroyable. Merci beaucoup, Olivier. Bon courage. Surtout, on va vous suivre sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler. On va essayer de vous appeler dans le week-end, tiens, promis. Avec plaisir. On tient nos promesses sur Sud Radio. Pour tous les participants, il y a un petit live track avec le numéro de dossard Mais c'est pour ça qu'on dit, on va vous traquer. Exactement. Il n'y a aucun problème avec ça. On est très à l'aise avec cette idée. Merci beaucoup. Le 6667. C'est noté, voilà. Toute la France va vous suivre. C'est noté. Avec plaisir. Bon, si c'est évidemment un immense défi sportif, c'est aussi un immense défi sécuritaire, Joseph. Ouais, on est avec Eric Henry, délégué national d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement, parce que les défis s'enchaînent pour les forces de l'ordre. Combien en termes d'effectifs est mobilisé pour ces 3 marathons, parce que c'est vraiment 3 grands événements qui couvrent une très grande géographiquement, c'est d'ampleur. Alors vous avez complètement raison. On parle bien de 3 marathons et on est dans la continuité du dispositif de sécurité hors norme mis en place depuis le début des Jeux Olympiques. Ce seront
pas moins de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour ces 3 marathons. Donc c'est énorme. Et c'est une prise de service tôt le matin, dès 4 heures du matin, pour mes collègues. Dès 4 heures du matin, jusqu'à quelle heure environ ? Jusqu'à la fin. Alors, c'est difficile de se projeter, mais jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Donc une amplitude horaire colossale. Une amplitude horaire qui est énorme. Une amplitude horaire énorme. Et pourquoi c'est particulièrement différent, compliqué de sécuriser une zone marathon ? Vous avez déjà. Est-ce qu'on se base aussi notamment sur la sécurité qui a été mise en place, par exemple pour les courses de cyclisme sur route ? Alors, comme vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est la vitrine. Et les menaces perdurent, les menaces protéiformes, la menace terroriste, la crainte aussi d'un acte isolé, d'un déséquilibré, d'un mouvement de foule, les risques d'activistes. Alors, toutes ces menaces, il faut les prendre en compte. Alors effectivement, c'est 42,195 km de distance à sécuriser, c'est énorme. On traverse 3 départements. Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, 200 000 spectateurs, donc il faut effectivement un jalonnement au plus près, au plus précis. Donc, et ces 10 000 collègues, sans compter bien sûr les forces d'intervention comme le GIGN, le RAID et la BRI qui seront aussi sur place, prêtes à intervenir en cas d'action violente, tout ça, ça nécessite évidemment un jalonnement, je le disais, très très précis, encore plus précis, vous l'avez évoqué justement, qu'une étape du Tour de France. On ne laisse rien au hasard, même si le risque zéro n'existe pas, il ne faut rien laisser au hasard, parce que la sécurité, je dis bien la sécurité, c'est la clé de la réussite des Jeux Olympiques. Et pour le moment, d'ailleurs, Éric Henry, délégué national d'Alliance Police, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de la délinquance que finalement assez minimale autour des Jeux Olympiques ? Et est-ce que finalement c'est le cas, factuellement parlant ? Alors factuellement parlant, oui, c'est le cas. Vous savez, vous avez un policier et un gendarme, j'exagère, mais tous les 10 cm². C'est un dispositif hors norme, jamais réalisé. C'est un continuum de sécurité également international avec 1800 policiers internationaux. Mais enfin, moi, je rends hommage évidemment à mes collègues policiers et gendarmes du territoire national pour leur professionnalisme, pour leur engagement. Et ça prouve bien que lorsqu'il y a un maillage territorial comme ça, aussi dense, aussi précis, qu'on fait reculer la délinquance. Et les touristes eux-mêmes, il faut vous dire, les touristes eux-mêmes sont contents, nous saluent, nous remercient. Et il y a pour moi quelque chose de symbolique, ce sont les femmes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que les femmes qui témoignent, qui disent qu'elles peuvent sortir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, partout, c'est pour nous fondamental. Et c'est une image qui doit rester gravée justement parce que ça fait partie de la réussite de ces Jeux Olympiques. Ça fait partie du fameux héritage qu'on espère le message préserver. est passé, Éric Henry. Voilà. On verra si ce sera quelque chose qui sera pérennisé en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On reste ensemble sur Sud Radio. Ne quittez pas. Je vous rappelle que c'est la radio qu'il faut écouter pour tout savoir des Jeux Olympiques. Votre émission, les Jeux Olympiques dans tous leurs états, continue dans un instant avec le camarade Joseph Ruiz. À tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et on est ensemble jusqu'à 13h en direct, évidemment, pour célébrer les quelques derniers jours des Jeux Olympiques, toujours avec Joseph Ruiz. Et c'est cette fois-ci, on n'en a pas l'habitude dans cette émission, même si on explore tous les détails, c'est un petit coup de gueule qui est passé aujourd'hui là. Effectivement, celui de Kamel Brahmi, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, on va discuter avec vous parce que les salariés du COJOP, donc l'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous assurez évidemment la bonne tenue des Jeux Olympiques. Mais voilà, vous dénoncez des heures supplémentaires qui sont faites de manière régulière. Certains salariés feraient même des semaines à plus de 60 heures. Donc dans un communiqué, la CGT dont vous faites partie dénonce la non-application du droit du travail et le dépassement du temps de travail légal sans aucune rémunération supplémentaire. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté maintenant ? Les Jeux Olympiques ne sont pas encore terminés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le syndicat, c'est un outil au service des salariés. Donc, c'est quand les salariés nous interpellent que l'on agit. Et là, il y a un certain nombre de salariés qui ont passé la porte d'une structure de la CGT et certains ont appelé le numéro vert pour nous relater une situation qui est hors des clous, hors des règles existantes du droit du travail. En fait, pour résumer, il existe ce qu'on appelle des forfaits jours, c'est-à-dire c'est des types de contrats qui sont généralement signés par des cadres et c'est pour travailler sur un projet qu'on produit dans un laps de temps et puis voilà, on a une certaine autonomie pour je dirais son emploi du temps. On n'a pas d'obligation de suivre les horaires de travail collectif, c'est stipulé mot pour mot dans la législation. Juste de manière très concrète, c'est quel genre de métier ?
Généralement, c'est des cadres. Après, malheureusement, le temps fait que plus ça va, plus on assouplit, et pas dans le sens des intérêts des travailleurs, le code du travail. Mais il y a... c'est plutôt des cadres qui signent ce type de contrat. C'est des contrats qui sont signés pour 1 an, le temps de produire un projet. Et là, pour un laps de temps de 2 mois maximum, on a fait signer ce type de contrat à des salariés opérationnels qui sont sur le terrain. Alors, c'est-à-dire quel genre de métier les salariés opérationnels dont vous parlez ? On appelle ça des héros de l'ombre, un qualificatif qui ne veut pas dire grand-chose, c'est assez flou, et en fait on les envoie sur le terrain pour faire de multiples tâches, de régulation des flux, transport, touristes, etc. Et certains travaillent de 5h du matin jusqu'à 23h du soir, ce qui explose complètement les records. Exactement, d'heures de travail journalières. Donc c'est illégal et on a interpellé le COJOP pour régler cette situation, et pour l'instant on a trouvé porte close. Mais vous les avez interpellés, j'imagine que vous avez pu avoir un échange avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Malheureusement non, on n'a pas eu d'échange. J'ai eu des échanges de mails. C'est la porte fermée. En résumé, c'est ça. On m'a laissé entrevoir une visio et puis 2 heures après, on l'a annulé. Je pense qu'il y a un malaise parce que je pense qu'ils ont bien conscience qu'ils sont encore une fois hors des clous. Nous, on est là pour discuter, négocier et avoir un règlement global de la situation. Et je crois que la stratégie du COJOP, là, c'est de faire la politique de l'autruche. Et puis, ils sont en train de se dire, des salariés iront au prud'homme, ça nous coûtera quelques sous, mais on va pas régler ça de façon globale. Et pour nous, c'est inacceptable. Alors, c'est inacceptable. Est-ce que vous comptez avoir des actions d'ici la fin des Jeux Olympiques et pendant les Jeux Paralympiques ? Alors, vous faites bien de le dire, ce sont des JOP, il y a des Jeux Paralympiques, donc cette histoire-là, elle va continuer jusqu'à fin août, début septembre. On va continuer à interpeller, on va essayer de négocier, parce qu'il faut que l'ensemble de ces contrats soient requalifiés. Sur les mobilisations classiques, et vous savez très bien qu'à CGT, nous, l'action, c'est pas ce qui nous effraie. C'est un peu délicat pendant les JOP. Oui. Voilà, le policier avant moi a bien rappelé le dispositif sécuritaire très serré, et on peut le comprendre par certains égards, mis en place pour les JOP, mais malheureusement il y a des abus, c'est-à-dire que même distribuer un tract, ça peut nous valoir une garde à vue. Donc on va sécuriser le travail militant, mais on a d'autres moyens d'informer les salariés, parce que si et je profite de votre antenne pour lancer un appel, si les salariés qui ont signé ce type de contrat viennent à notre rencontre, on fera requalifier ces contrats au niveau des prud'hommes, et il y a une compensation financière conséquente qui peut être gagnée à la clé. Mais quand ils ont signé ces contrats-là, est-ce qu'il y avait écrit qu'il y avait la possibilité d'heures supplémentaires de cette manière, et ces fameux contrats forfait jour dont vous parlez ? Non, alors on leur a fait signer, c'est des embauches qui ont été faites dans l'urgence 2-3 jours avant le démarrage des épreuves olympiques. Je vous l'ai dit, on leur a parlé de héros de l'ombre, enfin des choses qui sont pas très précises sur le contenu du travail au quotidien. Donc ils ont signé des contrats forfait jour, ça c'est clair. Mais enfin bon, même le forfait jour, il a quand même un cadre. On peut pas faire signer à n'importe qui des contrats forfait jour. Et je le répète, un contrat de forfait jour, ça vous donne une autonomie dans votre emploi du temps, et vous n'avez pas l'obligation de suivre les horaires de travail collectif. J'entends. Et Kamel Brahmi, secrétaire général on rappelle, de l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, savoir ça représente environ combien de salariés qui vous ont alerté sur la situation ? C'est des dizaines. Il y a quand même une cloche sur les JOP. On peut pas. Il faut être accrédité pour entrer sur les sites, tout ça. Donc, il est difficile d'évaluer. Nous, les salariés sont sur différents sites. Ils nous disent qu'ils sont à chaque fois 7-8 concernés par ce type de contrat. Donc, si on additionne, nous, on fait comme ça à la louche une petite centaine de salariés concernés par ce type de contrat. Mais peut-être qu'il y a d'autres surprises. Eh bien, on va suivre la situation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kamel Brahmi, secrétaire général de l'UD CGT Seine-Saint-Denis. Oui, et puis tout au long de ces Jeux Olympiques, on a remarqué une certaine euphorie, et ça a donné, on va dire, des idées à certains. Rebonjour Quentin Gérard. Bonjour Maxime. Parce que dans ces dernières heures d'ambiance très festive, avant les Paralympiques dans moins de 3 semaines, c'est Paris-Plage qui a ouvert pour le plus grand bonheur des Parisiens et des touristes. Oui, alignement de transat et de parasols blancs juste en face la Seine, dans le 4e arrondissement. Une installation en urgence après la cérémonie d'ouverture qui impressionne d'ailleurs Benoît, bouteille d'eau en main et chapeau sur la tête. Je trouve ça plutôt très cool. Je pensais d'ailleurs qu'il n'y aurait pas Paris-Plage cette année. Je ne pensais pas qu'ils allaient aller aussi vite pour enlever tout ce qui avait été nécessaire pour la cérémonie d'ouverture. Quelques places plus loin, c'est Aurélien, parisien depuis 5 ans, qui profite de ce décor et du calme présent. L'atmosphère est douce, là il y a pas trop de monde, donc je tiens à remercier d'ailleurs les Parisiens qui sont partis en masse là à l'extérieur de Paris. Ça nous permet d'être un peu plus, c'est plus aéré, c'est plus sympa, ouais. Et donc là
On a un super temps en plus, donc non, c'est très très agréable et l'ambiance est super chouette. Enfin, les gens sont souriants. Il y a pas de nationalité dehors. Enfin, il y a vraiment un mood ambiant qui est super agréable. Donc ça fait plaisir. Ouais. Torse nu et bien installé dans sa chaise longue, Laurent est lui arrivé il y a quelques jours pour les Jeux Olympiques et entre deux épreuves, le Normand profite du soleil. Je viens de Rouen et à Rouen, il y a Rouen-Plage où je trouve que c'est beaucoup moins bien fait qu'ici. Alors le secteur est plus petit et c'est cerné par des barrières métalliques pas très sympas. Là, c'est barrières en bois et c'est beaucoup plus détente. Là-bas, c'est très fermé alors qu'ici, en fait, c'est très ouvert. Là, moi, je viens juste de m'acheter un petit sandwich et je le mange là tranquille sous mon parasol. Vraiment, moi, je trouve que c'est bien fait. Et c'est pas du faillotage pro Hidalgo, pro tout ça. Justement, je trouve que justement la politique, on l'oublie complètement là et ça, c'est cool aussi. Et ici, au bord de Seine, la baignade n'est pas possible, mais en attendant cette éventualité à l'été 2025 peut-être, Paris-Plage est aussi présent au canal Saint-Martin et au bassin de la Villette. Et là, ceux qui n'ont pas peur peuvent y aller et piquer une tête. Ces différents sites restent ouverts jusqu'à début septembre et les personnes présentes à Paris pourront donc toujours en profiter pendant les Jeux paralympiques. Merci beaucoup, Quentin Gérard. On pense quand même à tous les Français qui sont tranquillement à la plage de leur côté, qui n'ont pas besoin non plus de Paris-Plage. Voilà, c'est quand même sympa aussi. C'est ça, merci beaucoup. Quentin Gérard, on se retrouve dans quelques instants pour les infos, les essentiels de l'info, les 3 infos JO du jour par Jules Boscherini. Et on retournera voir Clément Arion parce que ça bouge du côté du Stade de France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. On est toujours en direct sur Sud Radio dans cette heure dédiée largement aux Jeux Olympiques et ça bouge dans tous les sens. C'est l'heure de votre chronique, Jules Boscherini. Bonjour. Bonjour à tous. Les 3 infos JO du jour, c'est avec vous et on est ensemble pour décrypter l'actualité de ces JO. On va beaucoup parler des sports collectifs, d'hommage aux athlètes, de respect et d'arrestation. Mais avant tout, il y a en ce moment une chance de médaille pour la France, c'est ça ? Absolument, c'est le tennis de table avec la triplette, les frères Lebrun et Simon Gauzy qui sont actuellement en train de jouer la petite finale face au Japon. La France mène 2-7-1 et dans le 4e match, Simon Gauzy est en train de gagner, il repasse devant 8-7 à l'instant. Très bien. Et on va filer du côté, par contre, puisqu'on est au cœur de l'actualité de ces JO, on va filer du côté du Stade de France avec Clément. Bonjour Clément. Rebonjour. Il y a du nouveau, c'est ça ? Il y a du nouveau. Sirena Samba Mayela qualifiée de justesse pour la finale du 100 mètres haies. Elle a eu chaud, la Française. Elle a fait une petite erreur sur sa fin de course. Elle a fait tomber la dernière haie qui l'a un petit peu déséquilibrée. Mais finalement, ça passe. Elle est qualifiée avec un temps de 12 secondes 52. C'est le dernier temps qualificatif pour cette finale. Donc voilà, je vous ai donné que des bonnes nouvelles ce matin pour l'athlétisme français. Finale à suivre pour Sirena Samba Mayela demain 19h35, à ne pas louper. Bon, très bien, on loupera rien. Jules, on vous laisse reprendre en train de nous dérouler le programme des Français. Ouais, beau programme avec les sports collectifs. À 18h, la finale du tournoi de football entre la France et l'Espagne. Les Espagnols arrivent gonflés à bloc après avoir maîtrisé de bout en bout la compétition. Les Bleus ont donc fort à faire s'ils souhaitent monter sur le toit de l'Olympe, et Thierry Henry est conscient de ce qui attend ses joueurs. Finale difficile contre une équipe qui maîtrise la balle, qui s'est bien pressé. On peut pas, pour moi, je suis pas là pour savoir si on est favori ou pas favori. Il y a une finale contre une équipe qui est redoutable. Un pays qui travaille bien depuis très longtemps. Donc nous, on sait que ça va être un match vraiment, vraiment difficile. Mais j'ai un respect énorme pour le travail effectué en Espagne. Voilà, espérons que ça se passe aussi bien qu'il y a 40 ans lorsque les Bleus avaient gagné la finale de l'Euro contre cette même Espagne au Parc des Princes 2-0 avec la bande à Platini. Il y a aussi la demi-finale des basketteuses pour tenter d'imiter leurs homologues masculins. C'est à 21h face à la Belgique, mais c'est demain qu'il ne faut pas oublier d'allumer sa télé. Pas moins de 3 finales pour les Bleus. Va être fou. Ouais, chez les hommes, surtout. France-Pologne, 13h en volée, les champions olympiques en titre qui pourraient faire un doublé. Et France-États-Unis à 21h30 en basket. Chez les femmes, ce sera à 15h avec Norvège-France en handball. Et dans l'actu des Jeux Olympiques, il y a aussi des mauvais côtés. Il y a un rappeur américain qui a été arrêté ce matin en plein Paris. Oui, Travis Scott qui a été arrêté ivre à son hôtel. La police est intervenue à 5h du matin pour des faits de violence sur un agent de sécurité au Georges V. La victime s'était interposée entre le rappeur et son garde du corps, a précisé le parquet dans un communiqué en milieu de matinée. On a aussi eu dans la matinée la confirmation d'une célébration entre les athlètes, avec les athlètes pour les célébrer. Ouais, absolument. On s'en doutait depuis quelques jours et la parade a été officialisée par Emmanuel Macron. 14
14 septembre 2024, avenue des Champs-Élysées. Rendez-vous pour célébrer nos athlètes. Un message tout en sobriété publié sur X par le chef de l'État. L'Élysée précise que l'événement est organisé avec l'accord du comité de Paris 2024 et la ville de Paris pour mettre à l'honneur tous les athlètes olympiques et paralympiques ainsi que toutes les personnes qui ont permis la réussite de ces Jeux. Et on termine ce tour de l'info olympique avec ce très beau moment de respect entre deux judokas. Et oui, Teddy Riner qui termine ces Jeux Olympiques 2024 avec un long message adressé à son dernier adversaire, le japonais Tatsuro Saito. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le quintuple médaillé olympique salue l'impressionnante performance de son adversaire qui force le respect. Ce fut un honneur de te rencontrer sur le tatami. Les échecs font partie intégrante de notre progression et nous apprennent souvent autant, si ce n'est plus que les victoires. Un message auquel n'a pas manqué de répondre le dernier adversaire de la légende française. Teddy, c'est à moi de te dire merci. C'était un honneur de combattre une légende. S'il te plaît, accepte mon défi dans 4 ans. Rendez-vous donc à Los Angeles. C'est beau. Mais oui, c'est beau, surtout de belles images. C'est très belles valeurs du judo. Images. Ça change de Travis Scott. Merci beaucoup, Jules Boscherini. Et on conclut d'une certaine façon ce journal avec le retour de Quentin Gérard. Rebonjour Quentin. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. Et il y a un vrai débat autour de ces Jeux Olympiques, autour de la cantine et de la nourriture plus largement. Oui, la cantine du village olympique. Plusieurs athlètes ont pointé du doigt la nourriture proposée depuis le début des épreuves. Et le chef cuisinier a répondu aux critiques avec un argument plutôt étrange. On l'écoute, il a été interrogé par le Figaro. Mais c'est que toute la journée, en fait, ils se nourrissent d'une manière spécifique. Vraiment, je vous dis ça. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent pas comme nous. C'est-à-dire que du matin au soir, ils font que se nourrir parce que ils font du sport tous les jours, à raison de 2 à 4 heures par jour. Donc effectivement, leur corps nécessite d'avoir de se nourrir. On a été surpris, le tir a été rectifié tout de suite et maintenant ça roule. Oui, ça roule. Il s'étonne que les athlètes mangent beaucoup, un passage qui laisse quand même songeur. Ouais, effectivement, c'est quand même curieux de s'en rendre compte maintenant. On aurait peut-être dû lui dire avant. C'est ça. Et forcément, Quentin, cette séquence, elle tourne sur les réseaux sociaux. Et oui, ça fait réagir les internautes. Ce qui me paraît absolument dingue, c'est que personne ne semblait au courant que les sportifs mangent 5 à 6 fois par jour. C'est fou, on est quand même aux Jeux Olympiques, se désole cette tweetos. Pour un autre, ça devrait paraître plus qu'évident. Les athlètes dépensent une quantité d'énergie, ils doivent donc la renouveler par l'apport important de protéines et de glucides. Il faut être complètement ignorant pour ne pas savoir ça, l'instille. Non, si le chef cuisinier affirme que les problèmes ont été réglés, les critiques, malheureusement pour lui, elles continuent. Oui, c'est notamment le cas de Simone Biles. Il y a quelques jours, ce n'est pas vraiment de la cuisine française dans le village. Nous, aux États-Unis, c'est un peu plus sain, quand même, dit la star américaine. Et c'est le nageur Adam Peaty. C'est pour dire. Et c'est le nageur Adam Peaty qui a été l'un des derniers à dénigrer ouvertement la cantine en début de semaine. À Tokyo, la nourriture était incroyable. À Rio aussi, a-t-il dit, mais cette fois, ce n'est tout simplement pas assez et pas bon. Les gens trouvent quand même des vers dans le poisson. Et le Britannique avait même fini par dénigrer le système de file d'attente avant d'arriver à table. Bon, il n'était pas content, Adam Peaty. C'est un nageur, mais c'est une légende quand même de la natation. Donc on n'est pas très content qu'il nous critique. Mais bon, de là à dire que la bouffe, elle est quand même meilleure chez les Britanniques et chez les Américains. Les vers dans le poisson, j'ai pas envie. C'est pas une spécialité française. Non, pas encore. Merci beaucoup, Quentin Gérard. Merci beaucoup, Quentin. On continue à parler de repas et là, cette fois-ci, se poser la question de comment finalement on va éviter le gâchis sur ces Jeux Olympiques. Est-ce que la nourriture, oui ou non, va être gâchée? On va en parler avec le président de la Banque alimentaire de Paris Île-de-France, François Gras. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis le début des Jeux Olympiques, des camions frigorifiques font le tour des Jeux Olympiques, des sites olympiques, pour récupérer les invendus et les acheminer dans les banques alimentaires. L'objectif, c'est de redistribuer cette nourriture aux plus précaires. Alors, comment est venu le contact, François Gras, avec Paris 2024 pour décider de l'acheminement des produits alimentaires non consommés sur les sites olympiques jusqu'à vos entrepôts? Comment est-ce que vous avez organisé tout ça? Alors il y a une convention qui a été signée entre Paris 2024 et puis la Fédération des banques alimentaires pour effectivement collecter les produits qui sont non consommés et encore consommables sur tous les sites olympiques. Donc ça a été signé en avril et donc les banques alimentaires sont toutes mobilisées, mais nous qui sommes
Paris-Île-de-France particulièrement, puisque donc nous sommes amenés à collecter, à trier, à distribuer donc les denrées qu'on récolte sur une dizaine de sites en Île-de-France, voilà, pendant toute la durée de ces Jeux olympiques et puis paralympiques. Alors, quand on va sur les sites olympiques, on voit ce qui est un peu vendu, c'est des sandwichs, pour être clair, du poulet crudité, des chips, facile à manger, à il y a aussi un peu des sodas. Qu'est-ce que vous récupérez de manière concrète ? Alors, de manière concrète, donc on collecte, je l'ai dit, dans 10 sites. Bon, il y en a qui sont plus ou moins achalandés, donc parce qu'on collecte tous les soirs au village olympique. J'ai écouté votre reportage juste avant. Donc tous les soirs, on collecte sur au village olympique. Donc on a des produits qui sont, vus en tout cas de notre fenêtre, de qualité. Beaucoup de fruits et légumes, des salades de fruits par exemple, qui sont donc préemballés, des produits de petit déjeuner ou produits laitiers, et puis effectivement salades ou snacks préemballés. Donc c'est des produits pour nous vraiment de qualité qui sont bien sûr garantis avec une durée de consommation qui est au moins de 24 heures après. Et puis nous, on vient avec nos camions frigorifiques pour sécuriser la chaîne du froid et ensuite distribuer rapidement à nos associations partenaires. Voilà. Et qui sont les précaires qui justement vont pouvoir profiter de ces repas ? Alors nous, on distribue donc le lendemain matin aux associations qui sont nos partenaires et qui toute l'année en fait viennent dans nos 2 entrepôts de Gennevilliers et d'Arcueil finalement récupérer les denrées que nous avons collectées ou qui ont été fournies par les fonds européens. Donc ça se passe toute l'année, et donc là finalement l'opération elle est répétée avec les associations qui sont au mois d'août, qui restent au mois d'août, et donc c'est un complément. Alors ces associations, elles peuvent être des épiceries sociales, des distributions qui font des associations qui distribuent des colis, des cuisines partagées, donc toute association qui travaille donc avec des bénéficiaires en situation de précarité alimentaire. Est-ce que ça vous chagrine pas un peu ? On a entendu les athlètes justement qui se plaignaient de la qualité des repas. Est-ce que ça vous chagrine pas un peu de voir justement qu'il y a forcément un peu de gâchis, mais de voir aussi qui se plaignent un peu de la nourriture ? Ça, c'est pas un peu un statut de privilégié ? Non, je pense qu'on est sur deux mondes un peu différents. Nous, on considère, si vous voulez, que ce surplus il est un peu inévitable. Alors, trouver l'adéquation, j'ai écouté votre reportage, entre les attentes, ce qu'on prépare, c'est compliqué. Un petit peu inévitable. Non, voilà, donc c'est compliqué. Nous, ce qui est bien surtout, c'est que, je répète, nous on récupère des produits de qualité, c'est-à-dire vraiment des fruits et légumes. Je l'ai dit, une salade de fruits, des choses qui vraiment sont appréciées. Donc non, je crois qu'on peut pas opposer deux mondes. Donc je crois qu'on essaye de contribuer à minimiser le gaspillage et à faire profiter les bénéficiaires. Et malheureusement, les bénéficiaires, pour eux, il n'y a pas de mois d'août. Donc c'est je pense une belle opération. Dans ce contexte. Bon, merci beaucoup François Gras, président de la Banque Alimentaire Paris-Île-de-France, pour nous avoir expliqué ce mécanisme de récupération de la nourriture et pour mettre à disposition de ceux qui en avaient le plus besoin. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Sud Radio. On se rejoint dans quelques instants pour la dernière partie des JO dans tous leurs états avec le camarade Joseph, avec une question essentielle. À quoi les JO 2024 auront servi pour les Français? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Joseph Ruiz. La dernière partie de votre émission sur Sud Radio qui vous fait parcourir toute l'actualité des Jeux Olympiques 2024 qui décidément auront été une grande réussite, et c'est précisément sur ce point qu'on va s'arrêter, mon cher Joseph. Exactement, on est avec Vincent Roger en studio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes délégué ministériel en charge de la grande cause nationale de 2024 au ministère des Sports, des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Vous avez été l'auteur de Paris 2024, un défi français aux éditions de l'Archipel. On va se poser la question ensemble. Finalement, à quoi auront servi les Jeux Olympiques 2024 pour tous les Français? Mais avant, il faut peut-être réexpliquer un peu ce qu'est cette grande cause nationale. La grande cause nationale 2024 pour promouvoir l'activité physique et sportive dans tout le pays a été décidée 2 ans par le président de la République, pour mieux faire connaître d'une part les nombreux bienfaits du sport à nos concitoyens. Le sport, c'est fondamental en termes d'estime de soi, de confiance en soi, de développement de l'enfant, de lien social et bien évidemment de santé publique. Et la deuxième raison, c'est qu'il nous faut ardemment lutter contre la sédentarité, qui est un véritable fléau, une bombe sanitaire à retardement,
avec des jeunes aujourd'hui qui ont des maladies de vieux, avec 95% de la population adulte qui est en fragilité sanitaire du fait d'une trop grande sédentarité. Vous parlez de maladies de vieux, c'est quoi des maladies de vieux pour les jeunes ? Par exemple, il y a des diabètes de type 2 qui apparaissaient pas avant 40 ans, généralement qui apparaissent maintenant à 20 ans. Il y a certains cancers aussi. C'est le professeur François Carré, qui est un spécialiste mondial reconnu pour lutter contre la sédentarité, qui a fait des études qui montrent que voilà, on a perdu beaucoup nos adolescents en 40 ans ont perdu 25% de leur capital santé. Donc il est urgent de réagir. Et en plus, des études, notamment celle du professeur Carré, montrent que si on réagit, que l'on fait de l'activité physique et sportive, on regagne tous et à tous les âges du capital santé. Donc la grande cause, elle est sur ces deux axes, bienfait du sport et lutte contre la sédentarité. Il y a 50% des Français qui assurent pratiquer moins de 30 minutes d'activité physique par jour et 12% disent qu'ils ont une activité sportive quotidienne seulement. C'est finalement très peu. Est-ce que vous espérez vraiment que les Français qui adorent regarder les Jeux Olympiques vont finalement s'y mettre ensuite? C'est l'enjeu mais c'est pas que les Jeux. Les Jeux ont été un booster, un accélérateur. Et la grande cause, elle est là pour compléter les Jeux et notamment ce qu'on appelle l'héritage immatériel des Jeux, c'est-à-dire la place du sport dans notre société. Considérer que le sport est un outil en termes de politique publique, d'insertion, d'intégration, mais aussi de santé publique et d'éducation. Et donc, nous, on invite tous les Français, bien sûr, à faire du sport, mais à travers des programmes qui sont mis en place dans la dynamique des Jeux. Je pense par exemple au Passeport, qui est ouvert à tous les jeunes, à 6 millions de jeunes issus de milieux plutôt défavorisés, aux boursiers, aux étudiants en situation de handicap, avec une participation de l'État pour leur permettre de prendre une licence. Depuis 2021, il y a 3,5 millions de jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. En tout, sur la période 2017-2024, plus d'1 milliard d'euros ont été investis sur des infrastructures de proximité. Ouais, parce que c'est ça que nous disent les Français, notamment quand on leur dit pourquoi vous en faites pas. Bon, il y a certains qui n'ont pas envie, on va revenir là-dessus, mais certains disent mais en fait on n'a pas les infrastructures. On veut faire un tennis, c'est cher. On veut s'inscrire dans une salle de sport, c'est cher. Tout est cher et finalement tout est loin. Il y a finalement peu d'infrastructures. Enfin, on est quand même un des pays au monde les mieux dotés en termes d'infrastructures sportives, donc il faut aussi là relativiser les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des zones, notamment dans les zones rurales, il y avait des zones carencées. On a fait un plan qu'on appelle le plan Macron 1 2021-2023, où il y a eu 5100 équipements de proximité réalisés, des dojos solidaires, des city-stades, dont 67% sont en zone rurale carencée, parce qu'il y a un vrai déficit sur le sujet. Comme on a un plan Macron 2 qui s'appelle Génération 2024, qui est 2024-2025, où on va réaliser près de 5000 autres équipements de proximité ou équipements structurants ou aménagement des cours d'école pour développer la pratique sportive et qu'il y ait une égalité entre les filles et les garçons, parce que c'est un vrai sujet également. Et donc voilà, on répond à cette envie de sport des Français. On encourage les publics les plus éloignés à la pratique sportive par différents dispositifs. Il y a 4 publics éloignés de la pratique sportive en France, que sont les femmes, avec une double rupture dans la vie des femmes, qui est l'adolescence puis la maternité. Et en plus, si vous êtes une femme issue d'un milieu défavorisé, cette rupture est encore plus forte. Les seniors, 35% ne font aucun sport. Les personnes en situation de handicap, 50% ne font aucun sport. Et ce que je considère comme un drame français, c'est les étudiants. 40% des étudiants ne font aucun sport et un étudiant sur 5 fait du sport à l'université. Donc c'est pour ça la grande cause, elle a cette volonté de faire bouger les lignes dans la dynamique des Jeux et que tous les Français se sentent concernés. Mais vous touchez du doigt un véritable sujet. On a débattu ce matin même encore ici sur Sud Radio. Il y a beaucoup de sportifs qui sont aujourd'hui médaillés. Bon, il y a eu le fameux débat autour de la taxation des primes qu'on leur a versées, mais il y a aussi des sportifs renommés, connus comme Florent Manodou, qui expliquent que justement la France n'est peut-être pas la nation de sport que vous êtes en train de nous décrire en disant qu'on n'a pas encore les infrastructures nécessaires, qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Vous êtes d'accord avec ça ? Je dis que les choses évoluent considérablement grâce aux Jeux, grâce à la dynamique entreprise depuis 2017. On a par exemple
En 2017, le président de la République s'était engagé qu'il y ait 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires. Ça a été réalisé en 2022. Il y a eu de 2017 à 2022 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires. Et Amélie Oudéa-Castéra a décidé qu'on allait doubler la mise en ayant l'objectif d'ici la fin du quinquennat d'avoir 3 millions de personnes supplémentaires qui font une activité sportive régulière. Qu'est-ce qu'une activité sportive régulière? C'est au moins de faire du sport une fois par semaine. Ça concerne aujourd'hui quand même 60% des Français. Certains n'ont pas envie, tout simplement. Non mais c'est difficile de leur faire entendre qu'on a besoin de faire du sport. Oui, de les forcer. Je les invite à écouter des gens comme Michel Simès, qui sont beaucoup plus compétents que moi, comme le professeur Carré que j'évoquais tout à l'heure. Le sport, c'est fondamental pour son bien-être, pour le développement osseux, cérébral et musculaire des enfants. C'est le meilleur moyen pour lutter contre la dépression. C'est en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire un médicament exceptionnel. Et donc, faire du sport à son rythme, à son âge, c'est possible. Il faut que ce soit possible pour tous et sur tous les territoires. Et toutes les politiques qui ont été mises en place depuis 2017, qui sont montées en puissance avec la dynamique des Jeux. C'est pour ça que ces Jeux sont exceptionnels pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées, sur lesquelles on peut revenir, et qui laisseront un héritage, je pense, très puissant en France, et notamment sur l'image de notre pays, sur l'attractivité de la France, des sujets sur lesquels on peut revenir. Mais en termes de pratique sportive, on est en train de vivre une véritable révolution culturelle. Et c'est aussi, derrière ça, il y a un combat intellectuel que nous menons avec Amélie Oudéa-Castéra sur la place du sport dans notre société. Les Jeux plus la grande cause, c'est de faire de 2024 un tournant historique quant à la place du sport dans notre société, avec cette ambition de réconcilier le corps et l'esprit qui nous fait défaut depuis tant de siècles, puisqu'on a un héritage cartésien très prégnant en la matière. Alors, il y a notamment aussi les 30 minutes de sport à l'école qui ont été mis en place. Pas qu'à l'école. Alors, justement, à l'école, c'est là où c'est important, parce que en plus des 3 heures qui sont obligatoires, il y a 30 minutes d'activité sportive. Là, par contre, on a des retours cette année de profs de PS qui disent que c'est quand même très compliqué. Certains comparent ça un peu comme une récréation. Est-ce que c'est un des grands défis que ce soit mis en place de manière très concrète et réelle? Alors déjà, ça va de mieux en mieux. Ça n'a pas été simple à faire. Il n'y a qu'un autre pays qui a fait ça, c'est la Finlande. Ils ont mis 10 ans. Nous, on s'est donné l'objectif de le faire en 5 ans. En formant les enseignants, les conseillers pédagogiques, en donnant de l'information, en distribuant des kits dans toutes les écoles du premier degré en France, avec cet objectif, c'est que d'ici 2027, 100% des enfants fassent une demi-heure d'activité physique et sportive par jour dans toutes les écoles primaires du territoire. Donc ça progresse, c'est pas d'un claquement de doigts, il faut accompagner les enseignants, à qui on demande déjà beaucoup, mais chacun s'accorde à dire que c'est fondamental pour les enfants. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat scientifique. Toutes les études le prouvent. C'est-à-dire que des enfants qui ont une activité physique et sportive régulière ont une meilleure confiance en eux, de meilleurs résultats scolaires, puisqu'il est prouvé un lien fort entre la pratique sportive et le taux de concentration des élèves. Alors, si vous deviez résumer, est-ce que vous assurez très clairement à ce micro de Sud Radio que les Jeux Olympiques ne vont pas bénéficier uniquement aux grands du tourisme, mais qui vont bénéficier dans le temps à tous les Français? Ils vont bénéficier dans le temps à tous les Français, déjà parce qu'on a envoyé une carte postale au monde d'un pays qui est de plein pied dans le 21e siècle. Ces Jeux, c'est des Jeux pionniers dans plein de domaines. Ces premiers Jeux paritaires, les premiers Jeux dans le cadre des accords de Paris, liés à l'environnement, les premiers Jeux avec une charte sociale. Donc on lègue une manière de faire. Deuxièmement, c'est une vitrine extraordinaire pour le savoir-faire français, pour toutes nos entreprises. Je vais vous donner un exemple, c'est les chantiers des Jeux. Ils ont été réalisés dans les délais, dans les enveloppes convenues, hors choc bien sûr de l'inflation. Les chantiers des Jeux, on a fait en 5 ans ce que d'habitude on fait en 15 ans. C'est la force de frappe de nos ingénieurs, de nos architectes, de nos compagnons du BTP. Et puis ça va renforcer considérablement l'attractivité de la France en termes de tourisme, certes, mais aussi en termes d'investissement. Merci beaucoup Vincent Roger d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je peux avoir un dernier message. Pensez tous
pensez tous à faire 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre bien-être et ça fait du bien. C'est bien et ça noté. peut tout changer. Le message est passé. C'est bien noté. Merci à vous, Vincent Roger. Merci à vous, Joseph Fruit, de nous avoir fait vivre déjà, d'avoir accompagné tous ceux qui étaient à la tête du Distress pendant ces 2 mois d'été. Merci aussi de m'avoir moi accompagné. Merci à vous de nous avoir fait Clément vivre. Arion sera avec vous. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ces Jeux Olympiques dans tous leurs états ici sur Sud Radio. Vous vous accordez quelques jours de vacances bien mérités. Et bien sûr, la suite, c'est toujours sur Sud Radio pour le programme de l'après-midi.